suis du Plessis-Robinson. Donc vous êtes un créateur de tarot? Non, pas vraiment, je suis surtout un spécialiste de la couleur. J'étais enseignant, j'étais professeur. C'est des sciences. Donc c'est la couleur, la lumière, c'est l'intérêt principal. Et là-dessus c'est greffé le tarot, parce qu'en fait, j'avais créé un système de couleurs qui marchait par interaction entre les couleurs. Et après j'ai découvert le tarot de Marseille et c'est exactement la même numérique. J'avais 22 ans sans participer. Après 22 arcades majeures dans le tarot de Marseille. C'est étrange. Alors quel rapport y a-t-il entre votre travail, là, ce travail et le tarot de Marseille? Vous avez gardé les mêmes noms? Non, pas du tout. Non, les noms ont été inventés parce qu'il n'y a pas de nom pour les combinaisons de couleurs. Donc il a fallu que je trouve des noms. Alors c'était dans l'archéologie, en héraldique, en alchimie, enfin différents secteurs. J'ai trouvé des bons noms en alchimie, par exemple. Le lion vert, par exemple, sur géologie, en métiste, puis en héraldique. C'est quand même un tarot divinatoire, alors. Un tarot divinatoire. Oui, on peut s'en servir comme tarot divinatoire. Oui, c'est-à-dire qu'il y a différents modes de tirage. Le plus simple, c'est de mélanger les cartes pour tirer les cartes. Et ça peut donner le conseil ou le conseil du jour. Et puis après, il y a différents tirages, donc des plus simples, des plus ordinaires, une évolution des situations de d'autres qui sont plus complexes. Moi, je pense aussi. Et bon, ça marche sur la fois. C'est-à-dire qu'une fois même, il m'est arrivé, j'avais une amie, mon affinité très malade, elle était très inquiète, elle m'a dit, je vais faire un tirage, je sais pas mon métier, je suis plasticien. J'ai fait quand même, ne serait-ce que pour lui remonter le moral. Et à ce moment-là, on a vu que c'était une fille, c'était angélique. Et après, il y a qui était donc très pur. Et après, il y avait du noir, ça voulait dire qu'on avait un problème. Et en fait, c'était pas ça. Pour sortir de là. Et la solution, c'était une carte qui avait des couleurs absolument en bleu, en vert et en noir. En fait, c'est les couleurs qui portent sur son point. Donc j'ai dit, c'est toi qui vas aider ta fille. Effectivement, c'est passé. Et puis, après, j'ai fait un tirage de cartes, j'ai mélangé les 4 mots pour être sûr, s'il vous plaît. J'ai tiré à nouveau 6 cartes, et c'était les 6 mêmes cartes. C'est incroyable. Il y a combien de cartes? Il y en a 80 en tout. Au lieu d'avoir 22 cartes comme au tarot, on a des 80. Il y en a 78. Oui, en théorie, oui, bien sûr. Plus de jokers, si vous voulez, donc ça fait quelque chose. Oui, c'est ça. Voilà. Alors vous avez aussi des choses qui correspondent aux atouts. Enfin, oui, c'est des arcades majeures. Les arcades majeures, elles sont. Ce sont les arcades mineures avec des formes géométriques très simples. Ce sont ceux-là, les arcades majeures. Les arcades majeures sont en forme de rosace. Elles encadrent les arcades mineures. Alors, on va le dire très simplement que ces arcades majeures sont le résumé des arcades mineures. Vous voyez, par exemple, dans le rouge, vous avez les différentes situations de rouge qui se retrouvent ensemble dans l'arcade majeure. Et horizontalement, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, le blanc, il va se retrouver dans toutes les cartes. Le noir va se retrouver dans toutes ces cartes-là. Et puis ça aboutit aussi à l'arcade majeure qui était à la fin de la série. Mais vous ne pensez pas que c'est pas un peu dommage d'avoir renoncé au tarot de Marseille? Parce que on pourrait dire que c'est une épuration du tarot de Marseille. Parce qu'il y a beaucoup de scories ou de virus, si vous voulez, qui sont rajoutés au cours des âges. Et d'ailleurs, quand on fait l'historique du tarot de Marseille, c'est complètement à l'encontre de ce qui est dit généralement dans les littératures sur les tarots. Parlez-nous un peu d'histoire. C'est très simple, en fait, le tarot de Marseille, il est probable qu'il y ait eu une tradition qui est venue d'Orient, peut-être de Chine au départ, soit passée par les Indes, avec l'instauration des jeux d'échecs en particulier, on trouve des figures similaires. Et puis quand c'est arrivé en Europe, ça a été repris en main par la famille Visconti-Sforza. Et en fait, toutes les cartes que je peux trouver dans le tarot de Marseille sont des événements de la famille Visconti-Sforza. Alors par exemple, il y a la sœur Monfreda qui est la papesse. Alors, on a beaucoup discuté là-dessus, on a dit que c'est cette papesse. On s'est rendu compte qu'historiquement, en fait, c'était une femme qui était prieure dans son abbaye, qu'on a appelée la papesse, qui était une femme très évoluée. Bon, alors c'est un exemple, il y en a eu d'autres. Il y a eu le pendule, par exemple, le pendule. Souvent, on dit c'est l'autosacrifice, tout ça. C'est pas vrai. En fait, c'était simplement des Sforza
qui avait trahi le plat. Et il était représenté en caricature sur les programmes. Il avait quoi? Il avait trahi le pape. Il était passé dans l'autre camp. Et donc on l'avait fait représenter sous forme d'un homme conduit par un pied. C'était un signe de déshonneur. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir du tout. De même, alors d'autres cartes, le diable par exemple, on dit souvent que c'est un personnage qui tient une épée sans manche, directement dans la lame. En fait, c'est faux parce que dans l'ancien tarot, c'est un cierge. Et la flamme s'est perdue dans les ailes de Lucifer. C'est ça qui est arrivé. Donc, si on suit un petit peu l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a énormément de fausses interprétations, énormément d'erreurs dessus. Et moi, ce que j'ai voulu garder, c'est la structure. C'est une structure tout à fait fondamentale. Parce que c'est vraiment une structure universelle. Et que par contre, toutes les figures anecdotiques ne font qu'ajouter de l'obscurité à l'intérieur de cette affaire. Et de même, on peut dire la même chose de l'alchimie, je pense que c'est quelque chose de très important, très intéressant aussi, parce que c'est l'évolution personnelle de l'homme et de l'humanité, mais qui a été complètement aussi par des pensées négatives, des sortes de virus. Qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie, M. Venel? L'astrologie, il y a du pour et du contre, c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait arriver à renouveler un petit peu les bases de l'astrologie, parce que l'ancienne astrologie est peut-être périmée, au XIIe siècle. Et on est resté sur un système géocentrique, ça c'est une première chose. C'est pas forcément d'ailleurs un handicap, puisque effectivement tous les anges viennent sur Terre, c'est aussi un son quelque part. Mais il y a quand même des nouvelles planètes qui sont ajoutées aussi, plus ou moins bien intégrées au système. Pluton par exemple. Maintenant on pense même que c'est même pour les planètes. L'exoplanète. Oui, ça fait partie en fait des astéroïdes. Qui sont alors il y a beaucoup de discussions là-dessus. Il y a aussi le problème de la date de la naissance. C'est-à-dire qu'on nous dit oh, bah, c'est facile parce qu'on ne sait pas quel est le moment de la conception, c'est plus facile de se repérer à la naissance. Sinon, il est bien certain qu'un enfant, il commence à être véritablement à partir du moment de la conception. Il se développe après, notre naissance n'est qu'un accident. C'est les femmes qui attachent beaucoup d'importance à la naissance. Oui, tout à fait. Oui. Alors c'est pour ça qu'il y a, moi je pense que l'influence des astres, ne serait-ce que le soleil et la lune, est très certaine. On sait sur les plans, par exemple, etc. On sait que les taches solaires aussi peuvent nous donner des problèmes cardiaques tous les 10 ans. Bon, alors, il y a des choses incontestables comme celle-là. Maintenant, en ce qui concerne l'influence des planètes, je pense aussi qu'il y a une influence des planètes comme Vénus, Jupiter, etc., qui sont quand même des planètes assez proches. Mais par contre, en ce qui concerne les planètes lointaines, je crois parce que c'est vraiment des petits cailloux perdus dans l'espace et l'influence est infime. Qu'est-ce que vous en pensez, Gisèle Guignard, de l'attaque de monsieur contre les transsaturniennes? Contre eux? Les transsaturniennes. Non, mais je prends l'influence des planètes. Non, mais il dit que les planètes les plus éloignées qu'on a découvertes récemment ne sont pas actives en astrologie. Oui, mais moi je pense le contraire. Je pense le contraire et avec l'enseignement de Madame Belluc, par exemple, on nie l'influence de Pluton sur l'individu. Pour nous, on considère que Pluton est le maître du bélier et de la maison 1 et nous considérons qu'il y a des influences, il y a des types plutoniens ou il y a des influences plutoniennes individuelles. Donc ça, c'est une question d'école. Vous savez, on a découvert par exemple Sedna, qui fait partie de la même ceinture, astéroïde, c'est à peu près aussi important que Pluton. Il y en a une troisième qui sont découverts récemment. Oui. Donc c'est plutôt une ceinture d'astéroïdes. Oui, et nous attendions avec Madame Belluc, on attendait 2 autres maîtres planétaires pour le Taureau et le Gémeaux. Que nous attendons. On a à peu près la synthèse des énergies signifiées, mais on attend les planètes correspondantes pour arriver à 12 planètes, 12 signes. Après, j'étais à la Villette, donc j'ai connu les meilleurs en astronomie aussi. Et on en parlait aussi. J'étais à la Villette, les éditions. J'ai connu des chargés de thème qui étaient des chargés de thème sur l'astronomie, qui géraient à l'intérieur. Oui. Et on avait des discussions à ce propos. Et ils me disaient, bon ben, Pluton maintenant est descendu du rôle de planète. Oui, c'est exact, depuis 2 ans. Oui, voilà, récemment. Moi, je le traite toujours en planète. C'est-à-dire que ces personnes-là, comme Madame Guignard, pas beaucoup est tombé dans le thème, s'inscrit dans le thème, dans le thème c'est un attrape-tout. C'est vrai que l'astrologie c'est très important et très intéressant au niveau de la symbolique, ça marcherait très bien effectivement. Mais
Et à partir de là, je pense qu'il faudra quand même remonter un peu les bases. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a fait beaucoup de progrès en astronomie, et en astrologie, ça Alors, tourné un petit peu en vous arrière. apporter à l'astrologie ce que vous avez apporté au tarot Oui, faire un zodiaque vous savez, de lumière. oui, absolument. Parce que je vous parlais du système planétaire des couleurs, donc c'est ça qui était à la base. Donc ça veut dire qu'on reçoit effectivement, ne serait-ce qu'un produit de la lumière, de la couleur, des influx qui viennent de ces planètes, ça c'est sûr. Alors vraiment, il paraît que ça a une influence considérable sur nos corps subtils, sur les structures intérieures. Je crois assez volontiers aussi à ça. Donc, effectivement, je pense que vous avez porté un jugement assez sévère sur l'astrologie, sur le tarot aussi. C'est vrai qu'il y a une déperdition des choses qui se sont plus ou moins perdues ou transmises aléatoirement. Vous essayez de trouver la source. Oui, absolument, c'est exactement ça. D'autant plus que maintenant, je disais plusieurs fois, je suis sur le taoïsme, où ils prennent en compte des choses beaucoup plus larges dans l'univers. C'est-à-dire l'influence des galaxies, par exemple, les grandes étoiles, c'est pas uniquement les planètes du système solaire. Alors plus on a grandi de cercle, en quelque sorte, plus on arrive à pénétrer. Alors donc, monsieur Albert Badal. donc, vous pensez qu'on peut prévoir quoi alors, finalement? Qu'est-ce qui est prévisible dans la condition humaine? Ça dépend comment les questions sont posées d'abord. Je pense profondément qu'on a des réponses en nous et qu'il faut les faire surgir. Ah oui, c'est ça. Les réponses sont inconscientes. Ah oui, c'est ça. Et le tarot permet d'accéder à ces... Oui, absolument. D'ailleurs, il y a des schémas qui sont vraiment fondamentaux. Vous voyez, c'est celui-là. Ça représente en gros une silhouette humaine, mais pas dans le détail. Alors on peut demander à des personnes de placer les cartes comme elles veulent, les cartes qu'elles veulent, à l'intérieur de ce schéma-là. Et les renseignements qu'on peut en tirer, c'est que parfois, si on a des couleurs pastel, par exemple, ou des couleurs très saturées, ça voudra dire que c'est une personne qui est en bonne santé, qui est équilibrée. Si on a des couleurs assez sombres, c'est déjà plus inquiétant, des tons un peu brisés, c'est inquiétant aussi. Et alors, ce qui peut arriver, et ça j'ai déjà eu, c'est une personne, par exemple, qui va faire un ensemble de des couleurs pastel, et puis à un endroit, il y aura un noir. Et ça va indiquer qu'il y a un blocage quelque part, un blocage énergétique, et puis aussi un problème de maladie. J'ai eu une étudiante qui s'est trouvée dans ce cas-là, qui faisait des peintures très claires, couleur pastel avec un noir au centre, et en fait elle est morte d'un cancer à 30%. C'est terrible. Donc ça peut être un révélateur. Si vous savez en vous, vous avez des réponses en vous, mais qui sont encore dans le domaine de l'inconscient. Et le problème, c'est de les faire surgir. Alors le tarot, effectivement, c'est des moyens d'aider à ça. C'est dialoguer avec votre inconscient. Oui, c'est ça. Grâce à un système grâce à un code. Oui, bien sûr. Oui, il y a un code. Dans lequel vous pouvez le décoder. Vous connaissez un petit peu la symbolique, les différentes cartes qui sont là. Donc, vous voyez, c'est des... Dès que quelqu'un maîtrise un langage quel qu'il soit, tous les langages sont valables. Oui. Donc on les maîtrise. Oui. D'ailleurs, moi, je fais des relations avec les Yekeishi. Oui. Parce que là aussi, c'est très important d'élargir les différentes cultures dans ce niveau-là. Ou aussi avec la géomancie arabe, par exemple. Très bien, oui. Parce que je pense qu'on arrive à une période universelle, donc les cultures progressivement se mélanger, se mixer les unes avec les autres. Et ça ne se fait pas tout de suite, ça prend du temps. Mais ça me semble inéluctable. Je pense que c'est aussi très important qu'il y ait une compréhension meilleure qui s'établisse entre les uns. Qu'ils arrivent à estimer les cultures les uns des autres au lieu d'être toujours dans des conflits, dans l'obscurantisme et dans les intégrismes. Ah, vous savez que le tarot est aussi en rapport avec les 22 arcanes qui sont pas avec les lettres de l'alphabet hébraïque. Oui, absolument. Vous êtes intéressé à la Kabbale? Oui, tout à fait. Vous avez dialogué avec ce monsieur là-bas, la roi de vie? Oui, je connais effectivement. Oui, c'est-à-dire que le rapport est tout à fait immédiat. Et même, je pourrais vous dire, ça va plus loin que ça, parce que j'ai trouvé, en disposant le tarot selon le système des couleurs, que dans la tradition hébraïque, on représente en général l'arbre de la Kabbale de manière très simplifiée en Occident. En fait, c'est un système qui se développe sur 4 dimensions. Et ça, vous pouvez le retrouver par les couleurs aussi. C'est que vous avez ce qu'on appelle la gamme du roi, la gamme de la reine, du prince, de la princesse, qui sont différentes déclinaisons, en quelque sorte, de ce système de couleurs. Et
Ce qui est étonnant aussi, c'est que j'étais arrivé à une conception de l'art de la Kabbale qui était beaucoup plus complète, comme ça que j'ai réalisé en volume. Et j'ai retrouvé exactement la même à la librairie Médicis qui avait été réalisée. Donc ça montre bien que, en faisant une recherche, je pense un peu en profondeur. En fait, c'est moins évocateur quelque part. Ou alors c'est moins évocateur pour les gens, pour le dessin traditionnel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs accès. C'est moins parlant, il faut avoir toute une culture de la couleur pour comprendre. Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce que sont les codes de couleur? C'est-à-dire que ça dépend d'où on se passe. C'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce jeu simplement pour les harmonies de couleurs, chercher les harmonies de couleurs. Alors il y a des peintres, mais aussi des décorateurs, des architectes, des carreleurs, des peintres en bâtiment, des maçons. Ah bon? Oui, c'est assez étonnant. Ça leur sert pour leur travail, pour habiller les couleurs? D'une part, bon, mettons pour les mandalas aussi un petit peu. Ils me disent, ah bah ça me donne des idées pour nous faire des carrelages, par exemple. Et puis d'autres, ils me diront, ils sont décorateurs, par exemple, on va passer un train outil pour parler avec la clientèle. Ils leur demandent quelles sont leurs couleurs préférées, les couleurs qu'ils aiment pas. Et alors pour une salle de séjour, etc. C'est des couleurs qui sont compatibles, c'est ça, entre elles. Enfin, dans une même carte, on prend des couleurs. Ah bah oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que, Ça, c'est vraiment un une carte comme celle-là, bon ben, il y a une dominante, si vous voulez, mais il y a à la fois du vert, du jaune, du rouge, du noir, qui sont des couleurs compatibles. Et vous avez fait ce travail de manière comment vous êtes un spécialiste de ces questions, couleurs chromatique. Comment vous avez déterminé les couleurs de chaque carte? C'est très simple, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 6 couleurs fondamentales. Le blanc et le noir, le vert et le rouge, le jaune et le bleu. Ces 6 couleurs, ensuite, vont se combiner entre elles. Alors, ça va nous donner des cas des tons orangés, par exemple, ou des tons qui sont dans les couleurs bleu turquoise, dans les jaunes verts, dans les pourpres, enfin, etc. Si vous voulez. Donc, c'est toujours une combinatoire entre ces 6 couleurs. Alors, pourquoi ces 6 couleurs? C'est quelque chose qui nous est donné dans différentes cultures. C'est d'une part, en Europe, c'est ce qu'on pourrait appeler la théorie du Hering. C'est-à-dire qu'il y a eu souvent une opposition entre Jung, qui défendait la trichronie, et Hering, pour qui c'était une opposition de couples complémentaires. Alors maintenant, on pense que les deux sont compatibles. C'est-à-dire qu'en fait, on perçoit dans l'œil, effectivement, selon les trichomes, qui sont avec cette couleur, et ensuite, dans la transmission au cerveau, ça se fait par protagoniste. Voilà. Alors donc, j'ai choisi ces 6 couleurs, pour cette raison, et en plus de ça, quelles sont les couleurs les plus fréquentes que l'on peut trouver. C'est-à-dire si vous prenez des publicités, des logos, des choses comme ça, vous trouverez toujours le rôle de ces 6 couleurs. Ce sont aussi le vert, c'est un peu le mélange. Oui, c'est ça. Oui. Ce sont aussi les 6 couleurs des points cardinaux. Alors, quelles sont les attributions de chacune de ces 6 couleurs? Alors bon, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'en fait le blanc va représenter la lumière, tout ce qui est clair, si vous voulez, plutôt positif. Le noir va représenter plutôt l'aspect ténébreux, l'obscurité, la nuit, mais aussi l'inconscient. Le rouge va représenter l'être humain, c'est la couleur du sang. Le vert va représenter plutôt la nature, les forces secrètes. Donc il y a souvent une opposition entre le vert et le rouge, aussi reproductive. Le jaune va représenter l'esprit, c'est la joie aussi, la spiritualité. Et le bleu va représenter tout ce qui est fluide, c'est-à-dire la mer. Donc ces cartes-là, elles ont une dominante ou pas forcément une dominante? Ah oui, il y a toujours une dominante. Elle vous est donnée d'ailleurs par la bordure. Ah oui, d'accord. C'est ce qu'on appelle la couleur d'entropie. Ça, c'est la bordure verte. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est important, c'est la bordure, c'est pas le. C'est quand on retrouve les autres couleurs. Oui, cette bordure, si vous voulez, c'est le mélange optique de ces différentes couleurs. Alors l'interprétation, ça c'est les lames mineures, mais l'interprétation des lames majeures, c'est autre chose encore? Non, c'est pareil, sauf que. Là, la dominante, c'est quoi? La dominante, c'est quoi? Oui. Et la signification des mineurs. Ah oui. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez le rouge, mettons, le rouge va passer par l'association rouge et blanc, rouge blanc et noir, rouge noir, et ça finit dans la rosace, où vous avez ces différentes dimensions. Dans 15 minutes, on s'en le rendez-vous vous est donné avec Emmanuel Filolo pour une séance sur les harmonisants de lumière. Donc avec Emmanuel Filolo. Oui, ça les intéresse pas mal en général parce que c'est aussi un renouvellement du Tarot de Marseille qui commence un peu à s'épuiser, si vous voulez, trop connu. Et puis en plus de ça, dans le Tarot de Marseille, il y a quand même, il faut bien dire, des figures qui peuvent être gênantes. C'est que quand vous faites, par exemple, de la divination, tirage de cartes, si vous tombez sur l'arcane de la mort, par exemple, c'est vrai que les gens ne les aiment pas trop. Là, on n'a pas ça. Alors que là, il n'y en a pas, tout est positif. Tout est positif, c'est ce qu'essaye de créer Samael. Maintenant, on essaie de dégager, aussi bien du tarot que de l'astrologie, tout ce qui pourrait être négatif pour le garder comme un positif.
fait. Tout est positif, Sauf mais qu'il y a quand même des mises en garde. dans vos couleurs, quelle est la lame équivalente à l'arcane sans nom, à la mort? C'est laquelle? C'est ici. C'est ce qui peut être surprenant d'ailleurs parce qu'on a des couleurs quand même qui sont assez vives, qui sont plaisantes. Mais en fait, moi je considère plutôt la mort, si vous voulez, plutôt comme une bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est une libération de l'écorce terrestre, de notre corps qui vieillit. À un certain moment, ça devient. Vous, la mort, vous ne l'avez pas supprimée dans votre système, vous ne l'avez pas supprimée. Oui. Ça existe la mort là. Elle est où la mort? Ce qui correspond à la mort dans le temps. Pour vous, ce n'est pas un élément négatif? Non, au contraire. Parce que justement, je vous disais, c'est une façon de renaître par la suite, de se ressourcer, d'avoir un nouveau corps aussi. Transformation, renaissance. Voilà. Je pense beaucoup, si vous voulez, c'est une croyance, bien sûr, hein, mais il me semblerait, d'après les cycles karmiques, qu'on ne cesse de s'améliorer. C'est ça qui est intéressant, surtout. Mais dans le tarot de Marseille, la mort signifie rarement la mort. Non, mort oui, physique. absolument. Rarement. Absolument. C'est ça. Il faut d'autres larmes. La pollution dont on parlait. C'est assez rare. Ah oui, tout à fait. Alors qu'en fait, c'est quand même autre chose. D'accord. Alors, je suis obligé de vous Vous pouvez me laisser votre email, s'il vous plaît, votre adresse? Alors, comment ça marche? Qu'est-ce que vous entendez par le système planétaire des couleurs? Vous avez un site spécialement consacré au système planétaire des couleurs. Oui, c'est ça. Alors pourrez-vous nous dire ce que le rapport entre couleurs et C'est ce qui a planètes? précédé la conception du tarot. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'étais enseignant, j'étais professeur à l'ENSAD, j'avais un cours de couleurs. Et dans ce cours de couleurs, à l'ENSAD, l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Et dans ce cours, j'avais un contact avec les étudiants, j'ai pas mal d'expérience sur la couleur. Et puis il me disait souvent, c'est très bien les systèmes de colorimétrie, tout ça qu'on peut connaître, mais c'est toujours des couleurs isolées dans l'espace. Alors que pour nous, c'est toujours une interrelation entre les couleurs. Alors c'est vrai que quand on est peintre, on est designer, architecte, il y a toujours des combinaisons de couleurs. Il n'y a pas de couleurs isolées, ça n'existe pas. Donc ça m'a fait réfléchir pas mal sur ce problème-là. Et donc je me suis mis à créer un système de couleurs qui marche par combinaison. C'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas simplement sur 3 dimensions, il y a au moins 4 dimensions. Et ça m'est venu à la suite d'une conférence que j'avais faite à Berlin. J'étais à Berlin faire une conférence sur les permutations de couleurs avec les premiers logiciels informatiques. J'ai eu un contrat de recherche à l'époque à l'école polytechnique, à Palaiseau, dans lequel j'ai pu mettre au point les premiers systèmes de combinaison de couleurs dans les années 70. Tout à fait au début. Et quand je suis allé à Berlin, j'ai exposé ça, mais dans une salle perdue dans les combles, le soir, où il n'y avait plus que 10 personnes dans la salle. Alors je me suis vraiment demandé pourquoi je venais là. Et quand je suis reparti en voiture de Paris à Berlin, en un seul trait, c'est quand même 1600 km, j'ai eu l'impression d'un voyage qui a duré un quart d'heure. J'avais ma conférence qui était devant mes yeux, avec ses permutations de couleurs. Mais pourquoi vous parlez de système planétaire des couleurs? Alors justement, c'est ça. Dans ce voyage, ça m'est venu comme une sorte de galaxie de couleurs un peu informe au départ. Et tous les jours, tous les matins, ça a duré plusieurs années, je prenais à peu près une demi-heure ou une heure à manger et j'essayais de mémoriser, de voir un petit peu comment pouvait s'organiser cette nuée des couleurs. Et alors ça a pris forme petit à petit, ça s'est pas fait dans ce coup, ça a pris au moins une dizaine d'années. Et ça s'est structuré de mieux en mieux, jusqu'à ce que j'arrive à ce système qui me semble assez limpide. Et le mot planète, il faut dire quoi ici, planète? C'est-à-dire que les planètes, ça correspond à nos arcanes majeures. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des ensembles qui sont achromatiques, comme ici par exemple, des ensembles avec une dominante rouge, avec une dominante verte, avec une dominante jaune, etc. Donc ça se présente comme un peu comme, notamment les couleurs principales, comme une sorte de soleil, autour duquel tournent des satellites. Alors, on peut aller de plus en plus loin dans les satellites. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait dire que ça, c'est un satellite dans cette carte-là, parce qu'on retrouve le bleu, le rouge, mais il n'y a pas de jaune par contre. Donc c'est déjà une orientation dominante. Et après, vous pouvez encore trouver des satellites, de ces satellites, en réduisant par exemple la part de rouge par rapport à la part de bleu, enfin, etc. Donc on peut aller de plus en plus loin, de plus en plus fin à l'intérieur du système. Vous avez des triangles, vous avez des losanges, vous avez parce que c'est très simple. Des rectangles. Oui, c'est pas. Même des hexagones. C'est simplement le nombre de couleurs qui les détermine. C'est par exemple, si j'ai 2 couleurs, ça sera 2 carrés superposés. Si j'ai 3 couleurs, ça sera un triangle.
Si j'ai 4 couleurs, ce sera un losange. Si j'ai 5 couleurs, ce sera une forme pentagonale. Donc c'est très simple. Et alors les organes majeurs se reconnaissent à la forme. Mais quand on va sur votre site, qu'est-ce qu'on trouve? Et aussi dans médecin aussi. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on trouve sur votre site? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on trouve sur votre site? On trouve une description du système planétaire des couleurs. Le tarot est évoqué dessus aussi. Et je suis en train de faire un autre site spécialement sur le tarot. Et qui sera aussi en anglais. Mais alors, c'est descriptif. Je veux dire, je ne peux pas poser une question pour avoir une réponse. Si je donne mon email, on peut toujours me poser une question par le email, c'est quand même assez simple. Oui. Et actuellement, je me pose effectivement des questions sur l'interactivité, mais c'est quand même assez complexe à résoudre, ce problème-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Jacques? Je crois qu'on a fait tout. Oui, on a fait quand même un tour déjà assez complet. Je vous souhaite bon succès à votre tarot. Et dans le cadre interplanétaire, je veux dire, il y a des couleurs qui n'existent pas ici sur Terre. Vous les captez? Non. Parce qu'il y a, moi, je ne capte que certaines couleurs que je peux le voir, mais je ne saurais pas dire que je n'ai pas de questions là-dessus aussi. Comme des sons, il y a des sons et des couleurs. Oui. Mais il paraît que c'est des états de conscience différents. On n'arrive pas à traduire. C'est des états de conscience différents. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'ouvrages aussi là-dessus, sur les bénédicteurs, je pense que dans le monde, dans les corps subtils, on a des vibrations qui sont plus intenses, des vibrations qui sont plus fortes. Et qu'à ce moment-là, on a aussi des corps, dans ces corps subtils, et qui sont de nature différente. Donc il n'est pas impossible que les 3 pôles de l'œil, qu'on a, nous, si vous voulez, qui nous permettent de voir les couleurs où elles sont, soient transposées dans des corps plus subtils, et à ce moment-là, qui élargissent le spectre. Ça, c'est parce que ce soit en son et en couleur, on a le même. Ça, je crois, une chose fondamentale, c'est qu'en fait, on dit toujours, je sais pas, une étincelle divine en lui, qui ne demande qu'à s'épanouir, à s'élargir. Dans le domaine du terrestre, on a des choses, dans la matérialité, et puis après, alors c'est une sorte de quoi qui s'épanouit à ce moment-là, qui doit embrasser des horizons de plus en plus larges, jusqu'au moment où on pénètre même l'univers, jusqu'au moins atome dans le sens de l'univers. Je veux dire que, par exemple, les auras, tout ça, je les vois pas. Je suis exercé, je les vois pas. Je pense que j'ai un autre rôle à jouer, si vous voulez, qui est d'expliquer pour les gens du commun, comment ça peut marcher, avec leur langage à eux, leur perception.